On commence par cette accusation très grave lancée par les Russes contre la France. Des armes françaises ont-elles été utilisées pour frapper la Russie? Moscou accuse l'Ukraine d'avoir frappé le sol russe dans la région de Belgorod avec des bombes guidées françaises et des missiles anti-radar américains à la frontière avec l'Ukraine. On va partir à Moscou pour retrouver Jérôme Garraud, notre correspondant, et on va revenir après sur les mots précis du ministère de la Défense russe. Jérôme Garraud, vous êtes en direct avec nous, notre correspondant, merci beaucoup. Ce sont des accusations très lourdes portées par la Russie contre l'Ukraine, avec l'utilisation potentielle d'armes françaises. Oui, absolument, accusation très lourde. La Russie accuse Kiev de l'avoir attaqué ce matin avec des bombes guidées françaises. Alors on parle de la région, vous l'avez dit, de Belgorod, qui est frontalière de l'Ukraine. Dans le détail, d'après le ministère russe des armées, les systèmes de défense anti-aérienne russes auraient abattu donc ces 4 bombes. Alors ce sont des informations, je le rappelle, qui sont invérifiables de manière indépendante, mais c'est un sujet brûlant ici. D'une part parce que la ville et la région de Belgorod sont régulièrement frappées, encore un petit peu plus tôt cette semaine. D'autre part, parce que le discours politique russe, le pouvoir politique ne cesse de répéter que l'OTAN, les Américains, les Européens se préparent à attaquer la Russie avec des troupes au sol, avec des missiles européens, des missiles américains. Donc on est vraiment dans cette posture bien connue de la citadelle assiégée. Merci beaucoup pour ces toutes dernières informations, Jérôme Garraud, en direct de Moscou avec Vincent Pierron. Revoyons ensemble le communiqué du ministère de la Défense russe, une tentative du régime de Kiev de perpétrer des attaques terroristes avec utilisation des bombes guidées de fabrication française Hammer et des missiles anti-radar armes de fabrication américaine contre des cibles sur le territoire russe a été empêché. On va aller plus loin avec nos invités pour comprendre si c'est possible, si c'est crédible. D'abord, d'un point de vue technique, accueillons le général Dominique Delord. Bonjour. Bonjour. Ancien chef du centre opérationnel interarmé, auteur de 2031, Les batailles de la présidente, aux éditions Le Sémaphore. Renaud Girard, bonjour. Bonjour. Grand reporter, chroniqueur international pour Le Figaro, géopoliticien. Vincent Crouzet, bonjour. Vous êtes expert en renseignement. Votre dernier livre s'appelle Service Action, le chevalier de Jérusalem, aux éditions Robert Laffont. Et Sylvie Berman, bonjour. Bonjour. Ex-ambassadrice de France en Russie. Général, est-ce que c'est possible, déjà d'un point de vue technique, que des bombes françaises aient pu frapper le sol russe ? Bon, ce que l'on sait, c'est que ces bombes, le ministère a annoncé qu'il en donnait à l'Ukraine. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors ces bombes, elles peuvent être de poids variable, grosso modo, des 125, 250, 500 kilos. Et qu'est-ce qu'elles ont de particulier ? Elles ont de particulier, c'est qu'elles peuvent planer, c'est-à-dire qu'on peut... généralement, une bombe tombe par gravité avec la vitesse du chasseur ou du bombardier. Mais si on veut qu'elle ait plus de portée, on ajoute des kits pour prolonger la portée. Et donc, effectivement, ces missiles Hammer, ces bombes Hammer, sont des bombes qui ont cette possibilité d'avoir des portées jusqu'à, éventuellement, 70 km. 70 km. Donc ça, c'est assez important, parce que ça peut expliquer que certaines puissent arriver au-delà des limites de la frontière. Qu'est-ce que c'est que ces bombes ? C'est des bombes, d'abord, il faut qu'elles soient larguées par avion. Donc, si c'est bien le cas, c'est donc un raid d'avions ukrainiens qui aurait largué ce type de bombe particulier, et donc avec des puissances variables, mais c'est des bombes puissantes quand même. Donc, c'est des bombes anti-force et qui auraient pu être larguées sur des concentrations russes en train de franchir ou ayant franchi ou s'apprêtant à franchir la frontière entre les deux pays. Alors, ils disent que ce sont des bombes françaises. Est-ce qu'ils ont des preuves pour le dire ? Est-ce qu'il reste... C'est souvent le cas avec les Russes. Jérôme Garraud nous disait pour l'instant c'est invérifiable. Voilà. Ce sont des déclarations. Il y a rester très prudent. Aucune amorce de preuve pour l'instant. Il est exact que sur les bombes, il y a toujours des inscriptions. Certaines peuvent avoir été laissées, volontairement ou involontairement. Et d'autre part, les débris de ces bombes peuvent avoir été ramassés
là où les Russes semblent indiquer ou ramasser ailleurs. On n'a pas non plus, même s'ils nous exhibaient des corps de bombes avec des inscriptions qui pourraient les rapprocher de la France, ils peuvent les avoir récupérés quelque part dans le Donbass et puis les montrer à ce moment-là. Donc la manipulation est possible. Mais enfin, il peut y avoir effectivement, on n'en sait rien pour le moment, une attaque menée par les Ukrainiens sur des forces russes en train de franchir avec ce type d'armes. Renaud Girard. Oui, alors d'abord, je pense que moi j'ai moi-même vu qu'on pouvait effectivement déceler l'origine de ces grosses bombes qui arrivent sur un objectif. Par exemple, quand j'ai couvert la guerre du Kosovo, l'OTAN, les Occidentaux avaient accusé l'aviation serbe d'avoir détruit un convoi de tracteurs albanais et avoir fait 115 victimes. Et ça paraissait invraisemblable, puisque 2 jours avant, le porte-parole de l'OTAN avait annoncé que l'armée yougoslave était au tapis. Alors je suis allé sur place, il y avait effectivement du sang partout, des cadavres partout, et ces tracteurs qui étaient explosés. Et il y avait le reste des bombes. Et il y avait marqué, par exemple, je me souviens très bien, sur une bombe, il y avait un numéro MFD, ça veut dire Manufactured, ILLNS, Illinois, dans l'Illinois, tel, etc. Et avec des numéros, et les bombes, effectivement, sont immatriculées, comme d'ailleurs les fusils, comme, voilà, etc. Et donc, là, j'ai pris mon téléphone satellite et j'ai parlé à la BBC, à France Info. J'ai dit, voilà, c'est la preuve que c'est bien une énorme bavure de l'OTAN. Et 2 heures après, il y avait un communauté de l'OTAN qui dit « Ah oui, excusez-nous, il y a eu un problème ». Donc on peut voir sur les bombes leur provenance. Parce que, en fait, une bombe, quand ça explose, ça n'explose pas en tout petits fragments. C'est des fragments ça peut être assez important. Donc on peut avoir des inscriptions. Deuxièmement, comme l'a dit le général, la France a livré des bombes, donc elles sont faites pour être utilisées, surtout que les Ukrainiens sont sur la défensive en ce moment. L'attaque se trouve en ce moment même, la principale attaque russe, dans cette région qui est extrêmement proche de la frontière. Et donc c'est tout à fait possible que c'était contre sans doute des forces russes qui avançaient. Le seul problème qu'auraient les Français, c'est si ces bombes allaient atteindre des habitations civiles à Belgorod. Et alors ça, le gouvernement français ne serait pas heureux de ça. Mais c'est pas ce qu'ont dit les Russes, visiblement. Non. Si c'est des bombes qui sont utilisées pour défendre l'Ukraine dans le cadre d'une offensive qui se fait actuellement, et il se trouve que cette offensive, contrairement au Donbass, est tout contre la frontière, c'est effectivement possible. Mais Renaud, pardonnez-moi, la France n'a pas donné son feu vert potentiellement pour que des armes françaises soient utilisées contre la Russie. La France n'a pas donné son feu vert à l'utilisation de ces armes sur le territoire russe. Mais là, le général a quand même bien expliqué qu'il s'agit d'opérations mouvantes. Si la bombe, elle est tirée à 70 km, on peut, oui, se tromper. L'art de la guerre, c'est pas un art extrêmement précis. On peut se tromper c'est pas la première vue, on peut se tromper de 4-5 km. Donc c'est pas du tout impossible. On n'a pas encore la preuve qu'il serait délibéré que les Ukrainiens aient usé de cette bombe exprès contre le territoire russe. Nous n'en avons pas la preuve. Tout à fait. Les opérations, il se trouve, en ce moment même, se passent le long d'une frontière. Donc voilà, et ce sont des opérations qui inquiètent. C'est presque le siège de la 2e ville ukrainienne. Donc on peut comprendre que les Ukrainiens se défendent avec tous leurs moyens. Ils ont perdu déjà 250 km². Bien sûr. C'est pas énorme, mais c'est pas insignifiant. Vous l'avez dit vous-même, 10 000 déplacés, etc. Donc ils se battent avec tous leurs moyens. Ils ont des bombes françaises, puisque les Européens, contrairement aux Américains, n'ont pas interrompu leur livraison. Donc ils prennent ce qu'ils ont en stock et les utilisent. Mais très bientôt, évidemment, vont arriver une grande quantité de matériel américain, puisque le Pentagone, aujourd'hui, fait tout
pour ravitailler l'Ukraine. Si vous nous rejoignez en direct sur LCI, Moscou vient quand même de larguer une petite bombe sur le plan diplomatique parce que, évidemment, c'est très lourd de porter de telles accusations sans aucune preuve à l'heure où nous parlons. La Russie accuse aujourd'hui l'Ukraine d'avoir attaqué la Russie sur son sol dans la région de Belgorod avec des bombes guidées françaises Hammer et des missiles anti-radar américains ARM. Est-ce que ça vous paraît crédible, Madame l'ambassadeur ? Alors, crédible, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que les Ukrainiens ont pu faire. Mais c'est le grand sujet du moment, l'utilisation des armes occidentales contre le sol, sur le sol russe. Les Américains ont un langage un petit peu flou, même si récemment le porte-parole a dû réaffirmer qu'il n'avait pas changé de position, alors que Blinken avait laissé entendre que les Ukrainiens faisaient ce qu'ils voulaient des armes qu'on leur fournissait. Les Britanniques, par la voix de Cameron, ont indiqué qu'il était logique, à partir du moment où ils étaient attaqués sur leur territoire, qu'ils puissent se défendre et aller dans la profondeur. Mais en dehors des Britanniques qui ont levé effectivement ce caveat, cette interdiction, les autres ne l'ont pas fait. Mais du côté russe, bien entendu, c'est l'intérêt de dire que ce sont des membres de l'OTAN qui frappent la Russie directement. Ça fait partie de la propagande. On est attaqué par l'OTAN et évidemment la France est particulièrement visée à cause de cette déclaration d'Emmanuel Macron et déclaration répétée à plusieurs reprises de la possibilité d'envoi de troupes au sol. Vincent Crouzet. Oui, on va éviter de trop spéculer parce qu'effectivement c'est extrêmement difficile à cette heure de vérifier que des bombes planantes françaises ont été utilisées dans la région de Belgorod. Néanmoins, les faits, c'est qu'en mars 2023, en fait, des missiles à ASM, donc de type Hammer, c'est-à-dire c'est la codification en fait autant. D'accord. Des missiles Hammer, aussi bien américains, britanniques que français. D'accord. C'est les ASM qui sont construits par Safran et qui normalement sont adaptés au Rafale, mais que les Ukrainiens ont réussi à adapter au MiG-29. Donc tout à fait possible que les Ukrainiens aient été tentés de les employer en situation d'urgence au moment où effectivement le front nord est menacé. Ceci dit, nous sommes très sourcilleux et très vigilants quant à l'utilisation, au ciblage, à la détermination des cibles par du matériel français. Donc est-ce que là, il y a eu un feu vert français ? C'est possible. Mais on le saura plus tard. On imagine qu'en voyant ça, le Quai d'Orsay va réagir aujourd'hui, parce que là, ça changerait absolument tout si la France avait donné son feu vert à l'Ukraine pour des armes françaises contre le sol russe. Encore une fois, c'est l'accusation portée par la Russie, ça n'a pas du tout été confirmé par Paris. On est à rebours, Marie-Hélène, de la doxa, de notre doxa depuis le début. Je serais très surpris quand même que les Ukrainiens nous les fait dans le dos, si j'ose dire. Oui, c'est ça aussi la question. Parce que ça signifie aussi une crise diplomatique entre nous et les Ukrainiens, c'est pas le moment. Ensuite, sur l'erreur balistique, je n'y crois pas trop, parce que 4 bombes, ça signifie au moins 2 appareils utilisés. Enfin, ça, je parle sous le contrôle du général. Ça signifie donc 2 largages. Et difficile de croire à une erreur de tir de la part de 2 avions ou de moins 4 missiles qui se perdent. C'est un peu compliqué, surtout avec le guidage inertiel. Oui. En fait, c'est un raid complet qui a été mené, puisque vous savez que quand les avions ukrainiens sont arrivés dans la zone, les Russes ont activé leur radar de tir. Et les avions ukrainiens, certains étaient équipés de missiles anti-radar. Et c'est donc simultané, si vous voulez. Le but était aussi de tirer les batteries de défense aérienne russes et de larguer les bombes. Donc c'est un raid de MiG-29 ukrainien qui a sans doute été mené quelque part entre Kharkiv et la frontière, ou à la hauteur de Kharkiv, quoi. Mais justement, on voit très bien sur cette carte la distance très courte entre Kharkiv et Belgorod, à peu près 50 km. Admettons que ce soit bien des armes françaises qui aient fini par atterrir sur le sol russe. Que l'Ukraine ne voulait pas viser le sol russe avec ses armes françaises. Quelle autre cible russe
aurait-elle pu vouloir viser dans ce cas-là? Eh bien, vous avez la pénétration russe dans la région frontalière, qui est sur une profondeur entre 5 et 12 ou 14 kilomètres. Et donc là, dans cette zone-là, il y a des unités blindées, il y a des unités blindées de l'infanterie, bien sûr. Et puis dans l'oblast de Soumy, qu'on a vu, oui. Dans la région de Lipsty et puis de Vovchans. Et donc, dans ces endroits-là, il y a à la fois de l'infanterie, des blindés, de l'artillerie et des équipements anti-aériens. Équipements anti-aériens, des missiles russes, en fait. Et donc, quand le raid a été mené, évidemment, les batteries anti-aériennes russes se sont mis en mouvement, les radars, et donc ça fait des objectifs qui se dévoilent. Et ils ont été tirés également par le même raid, parce que généralement, c'est des raids combinés. On combine de façon à protéger les premiers. On les accompagne avec des avions qui sont dotés de missiles anti-radar. Parce que les radars conditionnent la conduite de tir de tous les missiles solaires russes. Est-ce un hasard pour vous, Madame l'ambassadeur, si cette accusation intervient alors que Vladimir Poutine a menacé la France lors d'une conférence de presse lorsqu'il était en Chine, en disant attention, réfléchissez bien à votre débat, ces troupes en Ukraine, réfléchissez bien aux conséquences? Alors, d'abord, il n'y aura probablement pas de conséquences. C'est une menace assez traditionnelle et je me souviens que c'était employé du temps de l'Union soviétique, c'est employé en Chine aussi. Donc, c'est ce qu'il dit depuis le début, dès qu'il y a un nouveau type d'arme qui est employé. Mais c'est vrai qu'il y a toute une campagne qui vise spécialement la France parce que Vladimir Poutine est mécontent, effectivement, des déclarations du président de la République qu'il considère comme va-t-en guerre. Donc, voilà, où c'est vrai que ça a été utilisé, bon, il le critiquera, ou c'est faux et ça sera éventuellement démenti, ou pas d'ailleurs, mais pour Poutine, ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir instrumentaliser cela. Comment vous l'interprétez, Renaud ? Écoutez, je crois que ce qui était très frappant lorsque nous avons regardé ensemble, d'ailleurs, les cérémonies de la victoire contre le nazisme en 1945, les discours fait par le président Poutine, c'est que ce qu'il a dit, c'était qu'effectivement la Russie avait été attaquée. C'était la formulation officielle. Il n'avait pas dit qu'il y avait une guerre, etc. La Russie a été attaquée. Donc, ce qui est quand même pas tout à fait la réalité. Il y a quand même bien eu une invasion le 24 février 2022 de l'Ukraine. Et ça, effectivement, là, ces bombes, les armements, les déclarations d'Emmanuel Macron vont effectivement alimenter, et ça, c'est alimenter cette thèse, et cette thèse qui, on l'a vu, est quand même relativement crue en Union soviétique. Alors, il y a évidemment des dissidents, beaucoup sont partis, des gens qui s'informent par Internet, etc., par eux-mêmes, si vous voulez. Mais la plupart des Russes s'informent par la télévision d'État et par les différents, journaux officiels, qui sont même les journaux indépendants, comme Commerçante, font très attention à ce qu'ils disent. Et donc, je pense que c'est un message, c'est un narratif, comme on dit aujourd'hui, qui est cru par les Russes. Et d'ailleurs, je me souviens que vous avez montré sur votre antenne des interviews de personnes qui étaient venues à la fête, parce que c'est une grande fête évidemment, le 9 mai en Russie, le 9 mai 45, et qui disaient ça, mais elles avaient l'air tout à fait sincères. Tout à fait, les combats vont se poursuivre jusqu'à Paris. Nous nous défendons et nous nous défendrons, voilà. Et donc c'est un narratif qui marche. Je ne suis pas sûr que c'était diplomatiquement extrêmement intelligent de nourrir ce narratif, mais c'est une autre question.